De retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes de bonne humeur à l'émission Ça va causer. Si vous nous suivez à partir de YouTube et que vous êtes sur le continent africain ou encore européen, je vous dis bonjour depuis Montréal. Aujourd'hui, on parle de questions artistiques. Il fait bon, il fait beau actuellement à Montréal et on parle de Corvette Performance, Machine Operated by Champagne and Vagin Social, enfin, Soleil, pardon. Je vais aller direct. Et d'autres. Comment ça va? Bonjour, ça va. Merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi réciproque. De vous recevoir, Monsieur Letourneau. En fait, qui êtes-vous? Qui je suis? Oui. Je suis quelqu'un qui a grandi dans le quartier Chamran, où d'ailleurs la Corvette a performé. Enfin, je vais en parler après. Donc, j'ai choisi le quartier de mon enfance. Donc, je viens du quartier qui était le plus multiethnique à l'époque, dans les années 70, à Montréal. Où ça? Le quartier Chamran à Saint-Laurent. Ah. Donc, c'était vraiment le quartier le plus multiethnique, avec beaucoup d'arrivants du Liban, d'Égypte, et j'en oublie. Attends, les années 70, donc? Oui, les années 70, oui. Wow! Ouais. Et il y avait beaucoup de gens d'Arménie aussi, à cette époque. Alors, en fait, dans ce projet dont on va parler aujourd'hui, ça transparaît aussi. Ouais. D'accord. Mais justement, je vais vous laisser aller. Qui êtes-vous? Alors, je suis né dans ce quartier. Je suis maintenant professeur à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. J'enseigne dans le programme de recherche-création en médias expérimental. J'enseigne aussi la radio là-bas. Et j'enseigne aussi au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM, donc qui est un autre département. Et je voyage beaucoup et je suis en fait chercheur. Donc, on dit artiste-chercheur. Donc, je suis un artiste, je fais de la recherche pour parfois faire des projets plus personnels, parfois des projets plus collectifs. Parfois, j'agis à titre de commissaire, on pourrait dire. Donc, un commissaire, dans le milieu de l'art, ce que ça fait, c'est que ça sélectionne un certain nombre d'artistes pour créer un événement qui présente une certaine cohésion conceptuelle et artistique et esthétique. Donc, c'est ce que je fais depuis pas mal longtemps, en fait, mais je suis professeur depuis une dizaine d'années. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Je suis flatté et très impressionné. Non, vous savez, je suis impressionné par les connaissances. Vous savez, c'est vous qui changez le monde. C'est vous qui formez les gens. On espère bien. Mais comment ça? Espère de Quelle changer humilité. le monde. C'est pas possible, mon Dieu. Mais toujours. j'aime ça. Ça me fait plaisir, monsieur. Le projet, ce n'est plus un projet. J'ai été informé, comme vous le savez déjà, de ce projet dont on parle ici. Je vais aller droit au but. Oui. On parle ici de performance et non pas de représentation ou encore de spectacle. Oui. Alors, avant de revenir et de nous donner un peu plus d'éléments justement sur le contenu, quelle différence faites-vous justement entre performance dans l'art, bien sûr, et représentation artistique? Spectacle. OK. Spectacle. Le mot performance est apparu particulièrement, pas seulement là, mais particulièrement aux États-Unis, dans le début des années 70, dans le milieu de l'art, lorsque les artistes en art visuel, entre autres, mais d'autres aussi, de la poésie aussi, ont décidé de faire des actions. Alors, plutôt que faire soit des textes écrits que dans des livres qu'une personne va lire, Oui. ou bien d'avoir une œuvre, un tableau, une sculpture, ces artistes se sont dit, je vais agir, je vais être la sculpture, je vais être le poème. Alors, c'est comme ça que ça s'est dégagé. Au début des années 70, il y avait des antécédents avant ça. Historiquement, tout le long du 20e siècle, il y a eu des artistes qui venaient d'autres disciplines que le spectacle, ou que les arts de la scène, et qui ont décidé de faire des actions, mais qui sont des actions plus... c'est un peu comme un poème vivant, on pourrait dire. Alors, quand on va voir un spectacle, c'est souvent narratif, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, il y a une narration, il y a une logique narrative. Dans la performance, c'est plutôt comme la poésie. C'est plutôt la logique de la poésie avec des condensations, des ellipses, mais ça se fait, ça, pas seulement avec des mots, ou parfois sans mots, mais avec des gestes, des actions, l'usage d'objets, l'usage de dispositifs, l'usage de machines. Dans ce cas-ci, une corvette. Une corvette. Oui. Pourquoi une corvette? Une voiture. Pourquoi une corvette? Le projet vient d'une artiste américaine qui habite Kingston, enfin dans la région de Kingston, l'ancienne capitale de l'État de New York, entre Montréal et la ville de New York, l'actuelle ville de New York. Donc, c'est une petite ville. Et à Kingston, en fait, lorsqu'on monte à Albany, il existe, entre autres, une université qui s'appelle
Rensselaer Polytechnic Institute, qui est un genre de MIT un peu alternatif, je dirais. Albany, c'est la capitale de l'État de New York. C'est la capitale de l'État de New York, voilà, qui est aussi entre Montréal et New York. Oui, c'est à 2 heures à peu près, 2-3 heures de route à peu près. Alors, cet artiste poursuit un projet doctoral, donc un projet de recherche, il est artiste-chercheur à Rensselaer Polytechnic Institute, à Albany, en fait, qui est à Rensselaer, de l'autre côté de la rivière. Et dans le cadre de ce projet doctoral, elle a décidé de transformer une Corvette qui lui a été plus ou moins léguée par un membre de sa famille, une Corvette de 1984, pour d'une part interroger la composante écologique de ça. Pas parce que activer une Corvette, c'est très écologique, on s'entend, mais parce que l'idée, c'est de recycler une voiture qui devrait aller à la ferraille pour lui donner une seconde vie. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la dimension plus écologiste. Il y a une dimension plus féministe aussi. La Corvette est associée ici, en Amérique du Nord, à une sorte de machisme. Alors, c'est des mecs un peu qui veulent faire le parade épigamique, comme on dit dans le monde animal, devant des femmes en ayant une grosse Corvette. Tchatché. C'est ça, donc un peu comme ça. La tchatch, voilà. C'est ce qu'on disait quand on était jeune. Bon, voilà. Quand on était jeune. Et Nina s'est dit, ah, tiens, je vais en faire autre chose, je vais en faire un espace de créativité, un espace de création, de facto visuel, parce que la Corvette elle est visible, mais aussi sonore. Donc, elle a aménagé un studio dans cette Corvette qui est intégré au board, comme on dit, au tableau de bord du véhicule, et dans ce tableau de bord, les musiciens peuvent se brancher et jouer de la musique qui est amplifiée ensuite par les haut-parleurs de la Corvette. Tout est filmé dans la Corvette par 4 caméras et enregistré avec un très bon dispositif. Et l'idée de Nina Isabelle, c'était d'inviter des artistes, musiciens, musiciennes, à intervenir avec cette Corvette. Alors, l'avantage de la Corvette, et c'est ce qui m'intéressait beaucoup, parce que je suis musicien et je m'intéresse beaucoup au fait de faire des monstrations, des concerts dans des espaces publics, sans permission, même, arriver, jouer quelque part, sans nécessairement avoir demandé une permission. Alors, ça m'intéressait beaucoup. J'ai dit à Nina, peux-tu venir avec ta Corvette à Montréal? Et en fait, c'est la première itération de ce projet. Elle s'est dépêchée de finaliser sa Corvette avant de venir à Montréal. Et on a fait les 6 premières performances, puisqu'il s'agit là de performances, puisque c'est pas seulement un concert, mais c'est un concert avec la dimension plus poétique du fait d'être dans un espace particulier, dans un milieu. Avec la Corvette, bien sûr. Avec la Corvette. Et on a invité donc 6 artistes ou 6 entités, groupes de Montréal. Vous avez parlé de Vagin Soleil et Yvel Champagne qui se sont associés. On a parlé aussi de Khair Khatian, qui est d'origine arménienne, qui a fait aussi une intervention pour la Corvette. On parle de Martin House, qui est un artiste sonore qui travaille avec la terre, les métaux lourds, les ondes électromagnétiques. Donc, il était de passage à Montréal. On lui a demandé une intervention. On parle de Philippe Robert Gauthier, qui est ingénieur et compositeur qui enseigne à l'UQAM. On parle, il ne faut pas que j'en oublie, évidemment, de Roxane Turcotte, qui est compositrice, très engagée. Et on parle de Brian McCorkle, qui aussi a contribué au projet de la Corvette et qui a fait une magnifique intervention dans le Vieux-Montréal vendredi soir dernier. Voilà, j'espère que j'en oublie pas. Voilà. Attendez, ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que j'en oublie? De toute façon, on va quand même, tout à l'heure, on va quand même diffuser quelques extraits de ce que vous venez en fait, présenter. Mais dites-moi, quelle était la réaction du public, selon vous? Alors, l'idée, c'était de choisir des quartiers particuliers en fonction du public. Mais parfois, on se disait, bon, parfois, on n'aura pas de public, mais tout est documenté. Donc, on va l'utiliser, ça va exister, il va y avoir un peu, il y a toujours du public. Qu'est-ce qui motive le choix du quartier? Il y a toujours du public. Alors ça, c'est là que je suis intervenu comme commissaire. D'abord, on l'a fait en collaboration avec différents organismes. Un centre de recherche à l'UQAM qui s'appelle Hexagramme, avec lequel notre laboratoire, parce que je suis directeur de ce laboratoire, qui s'appelle Musique cachée, écouter la diversité sonore, qui s'inscrit dans un plus grand groupe de recherche, qui est un groupe de recherche-création en médiatisation du son, tout ça à l'UQAM. On s'est associé avec Eastern Bloc, qui est un centre d'artistes dans Chabanel, dans le quartier Chabanel, qui est près de l'arrondissement Saint-Laurent. Enfin, c'est Huntsic à la limite, là, derrière le marché central. Alors, l'idée des 2 premières journées avec Philippe Aubert Gauthier et Champagne Vagin Soleil, c'était d'être dans ce quartier. Et le lendemain aussi avec Khair
c'était de vraiment être dans ce quartier aussi, plutôt le quartier-ville où il y a l'église et les écoles arméniennes. Et le public a vraiment très, très bien réagi. Le public réagissait de manière très différente. Alors, l'intervention de Philippe Aubert-Gauthier, par exemple, devait se passer sous l'autoroute, mais là, la Corvette... Sur l'autoroute même? Sous l'autoroute métropolitaine. Mais il a dû déplacer la Corvette parce qu'on devait la remorquer... Il y a des moments où on a dû la remorquer cette fois-ci. Donc, parfois, elle était sur une remorque et là, c'était compliqué. On est resté face à Eastern Bloc au milieu des entrepôts de Chabanel. Oui. Et là, il y avait des gens qui venaient plutôt du milieu de l'art qui passaient, qui étaient venus à Eastern Bloc voir l'événement. Donc là, c'était le public d'art. Mais on a eu 2 oies sauvages incroyables qui se sont avancées et qui sont venus très proches de la Corvette en entendant les sons. Ils étaient fascinés, ils se sont mis à chanter, à participer à l'œuvre. Voilà. Alors, on a toutes sortes de publics. On n'a pas que des humains. On n'a pas que des humains. La nature est très sensible. Hein? La nature est très sensible. C'est pour ça que nous ne sommes pas seuls. Hein? Non, c'est pour ça que le public, pour moi, ça comprend aussi ce genre de public qui a sa vie autonome, son très mystérieux public d'ailleurs. Lorsque Vagin Soleil et Champagne ont travaillé, c'était dans le quartier Chamran, qui était donc le quartier de mon enfance très multiethnique, qui s'est beaucoup islamisé ces dernières années, donc parce qu'on le voit partout avec des symboles et tout ça. C'est un quartier très diversifié quand même culturellement aussi. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'on peut aller devant l'école Henri Beaulieu, que j'avais fréquentée il y a 50 ans? Est-ce qu'on peut aller à la sortie de l'école, avoir la Corvette et susciter des réactions? Et là, ça a super bien marché. Là, on avait une horde, une foule de gens. Je ne sais pas si on pourra diffuser les images parce qu'on n'a pas pu faire des décharges de droit à l'image. Là. Il y avait trop de monde. Mais on va peut-être... rendre les figures non identifiables. Et là, on avait énormément de succès. Puis aussi, quand on était sur la rue, parce qu'on se promène avec la Corvette, la première fois, on est tombé sur 2 personnes. Une personne qui est passée une fois en faisant semblant de rien, puis qui repassait, puis qui repassait, puis qui repassait. Alors finalement, il repassait avec quelqu'un, un autre monsieur, et on a commencé à discuter. Et en fait, il fallait discuter avec le téléphone. C'était 2 messieurs d'origine syrienne qui parlaient ni français ni anglais. Alors, on leur a expliqué le projet par téléphone. On a pris des photos, ils étaient tout contents. Donc, ça dépend. Des fois, on est au milieu d'un espace comme à Eastern Bloc, un peu plus industriel, avec moins de public. Mais des humains et des oies sauvages, quelques humains, quelques oies, et parfois on a des hordes d'enfants. Le public est extrêmement variable, dépendant de où on se situe et à quelle heure on se place. Dans le cas de Haray Rachan, on était près de l'église arménienne et de l'école, et là on avait des gens sur la rue, mais en fait quand on s'est stationné, là où on avait prévu se stationner, il y avait un jeune homme, un garçon, assis sur son balcon, qui était là comme s'il nous attendait, et qui a regardé toute la performance et qui nous a applaudi. Mais les gens passaient, mais lui, c'était le public assis. Alors, parfois, c'est une personne, parfois, on en a 50. C'est très, très, très variable. Nous allons tout de suite là présenter à notre public quelques extraits pour leur permettre aussi de bien se situer. Mais avant de leur présenter ces extraits, je vais tout d'abord vous demander, monsieur le professeur, vous pouvez m'appeler Eric avant. Eric, non mais j'admire les profs parce qu'il y a la connaissance. Et moi j'admire la connaissance, je vous l'ai dit. Dites-moi, qu'est-ce que le public qui me suit maintenant doit retenir du contenu de ce qu'on vient de se parler maintenant? Écoutez, chaque performance a un contenu différent. Mais ce qu'on peut retenir par rapport au principe de la Corvette, c'est qu'on peut prendre ce qui est considéré comme un tas de ferraille pour en faire autre chose. Dans ce cas-ci, un objet d'art. Dans un deuxième temps, je n'ai pas parlé d'une des performances, mais je pense que c'est intéressant. Oui. Politiquement, Roxane Turcotte est intervenue dans la manif intersyndicale, la manifestation qui a eu lieu au centre-ville de Montréal. Oui. Et comme manif qui a eu lieu samedi. Oui, c'est ça. Et je connaissais une des organisatrices de la manif. Et, la manif qui portait sur... Ah oui, c'est là que c'est important. Sur la privatisation d'Hydro-Québec, ce qu'on ne veut pas. La privatisation d'Hydro-Québec. Qui est un service public, qui est une société d'État, et que le gouvernement présentement veut vendre peut-être même à des intérêts états-uniens. Je pense que c'est le pire moment pour faire ça d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous vous êtes interrogé le pourquoi, d'abord, avant la manif? Pourquoi le gouvernement prendrait-il une telle décision? Je pense que c'est un gouvernement quand même assez néolibéral dans sa façon d'être. Mais pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi on n'a pas privatisé Hydro-Québec avant? Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Parce que ça fonctionnait quand même bien. Et ça fonctionne quand même bien. Justement, alors le pourquoi, il est où?
Ben, le pourquoi, c'est que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui aime bien privatiser. C'est pas un gouvernement qui veut nécessairement que des sociétés d'État ou que des ressources naturelles soient nationalisées. C'est pas ce type de gouvernement. Alors là, on est dans les idéologies, on est dans des conceptions de l'économie. Hein? Et il y a les conceptions néolibérales, où il y a d'autres conceptions où on se dit le bien commun doit appartenir au peuple et l'État représente le peuple. Donc, dans ce cas-ci, Hydro-Québec devrait être une société, c'est une société d'État, comme Radio-Canada. Mais là, on a cette mouvance. Si le gouvernement conservateur était élu, je pense que ça n'arrivera peut-être pas finalement, mais eux voudraient aussi privatiser. C'est ce que Trump veut faire. Vous lisez le projet 2025 de la Heritage Foundation aux États-Unis. C'est clairement dit que c'est une abomination. C'est écrit le mot abomination, qu'il existe un service de télé et de radio publique aux États-Unis. C'est écrit le mot abomination, je pense. Alors, selon vous, si René Lévesque était encore en vie, il ferait une crise cardiaque. Oui, il se retourne dans sa tombe, il en fait une quand même. Alors, on va revenir à notre... Oui. Mais ça, c'est des choses à retenir de ça aussi. C'est que c'est des gestes politiques et là, ça peut s'inscrire comme dans la manifestation. La Corvette était là, ouvrait la manifestation. Donc, vous étiez vraiment sur place, on ouvrait la manifestation. C'était le premier élément de la parade. Et dites-moi, comment est-ce que le public partageait-il nécessairement votre vision ou votre... Ben, les manifestants ont adoré la présence de la Corvette. On avait un peu peur. On se disait, on va... Puis Nina Isabelle veut mettre un drapeau américain dessus. Je dis, non, Nina, fais pas ça. Mets un drapeau canadien. À la limite, ça va être plus drôle. mais donc, il n'y avait pas d'élément provocateur, si on veut. Mais il y avait cette Corvette qui ouvrait la manif avec cette œuvre de Roxane Turcotte, qui est une compositrice engagée depuis 40 ans aussi, quelqu'un de politiquement engagé, qui fait des œuvres, pas toujours nécessairement politiques, mais qui a un corpus d'œuvres extrêmement varié et foisonnant. C'est quand même une manière très, très, très originale de faire passer un message. Tout à fait. Mais nous, c'était de participer à ce message. Ouais. Oui. Moi, je crois qu'il faut s'interroger sur ce genre de choses-là et le bien commun devrait appartenir à tous et à toutes. Monsieur Le Tourneau, on va diffuser maintenant, parce que le public attend, un extrait. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde un extrait de la manifestation? Ce que vous avez, qu'on peut retrouver facilement sur YouTube. Elle s'appelle Roxane, Roxane Turcotte. Je pense qu'on a des... Ouais. On peut la retrouver sur YouTube facilement? Oh, oui, j'ai tout mis sur YouTube. Parfait. Oui. Alors, on va donc diffuser maintenant cet extrait. Mais ouais, je sais. Ouais, je sais. J'ai bien pensé. Ça, je vais mettre ça là. Ça ne voit pas. Voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui monsieur Le Tourneau, Éric, qui est avec nous. Et nous parlons aujourd'hui donc de Corvette Performance. Tout à l'heure, vous aviez un élément qu'on n'a pas ajouté, une des personnalités qui figurent justement dans cette expérience. Oui, je ne sais pas si je l'ai nommé ou pas. En fait, là, j'ai parlé de Roxane Turcotte cette dernière journée, Martin House, qui est d'origine britannique. Et là, on était sur la montagne, en fait, près de la maison Smith, mais un peu plus haut, entre les deux tours d'antenne, pas très loin de la cavalerie de la SPVM. Et là, Martin est allé capter des ondes électromagnétiques entre les antennes et les a rediffusées sous forme de son dans la Corvette. Alors, ça a attiré un bon public aussi parce que c'est une journée où les gens vont à la montagne. Alors là, on avait toutes sortes de gens. Et la veille, on a eu Brian McCorkle, donc qui vient de Upstate New York aussi, de Hurley, Upstate New York, qui lui a fait tout un travail autour du fait que là, on était dans le vieux Montréal, où juste c'est la soirée où les mecs qui ont des BMW ou des Corvettes ou des voitures un Mercedes peu, genre des voitures impressionnantes, vont aller faire du bruit. Les Mercedes font moins de bruit. C'est plutôt souvent des voitures sport qui font du bruit. Hein? Les Porsche. Les Porsche, voilà, pardon. C'est Porsche, c'est absolument pas BM. Voilà. Alors, ils arrivent avec leur Porsche, ils font du bruit pour qu'on les remarque, pour attirer des femmes, je ne sais pas, d'autres personnes. Et puis, donc, je dis à Brian, écoute, dans le quartier où j'habite dans ce quartier, il y a ça tous les week-ends. Alors, si tu cherches un endroit pour faire quelque chose, il a dit, oui, c'est super. Il a fait quelque chose sur le machisme, un peu comme ça. Et on s'est retrouvés sur la rue Saint-Jacques. Et ce qui est intéressant, c'est que les immeubles sont assez hauts sur la rue Saint-Jacques. Hein? Donc, ça faisait une amplification. Le son rebondissait sur un immeuble et sur l'autre.
Comme ça créait un effet de roulement sonore sur la rue Saint-Jacques. Et ce soir-là, les policiers nous ont dépassés sans s'occuper de nous parce que tout le monde fait un peu de bruit. Puis sur la rue Saint-Jacques, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur les clignotants, sur les hazards. Je ne sais pas comment dire en français, désolé. Parce qu'ils stationnent en fait double. Ils stationnent en double pour toutes sortes de choses, parfois légitimes, parfois moins, ou parfois louches. Et puis là, on s'est dit, parfait, on peut se mettre avec la Corvette en double et là, faire énormément de son. Ce qu'on a fait sur la rue Saint-Jacques, et donc on a eu encore du public. On a encore eu du public. C'était très, très, très intéressant. Est-ce que c'est votre deuxième, troisième édition, dois-je dire? Nous, on a un projet Musique cachée, écouter la diversité sonore. C'est le labo et le projet s'appelle Art sonore et transduction des genres. On en est à notre 5e projet. On a fait un projet précédemment avec des bioartistes, des artistes qui travaillent avec des cellules vivantes, avec le vivant, en fait, autant de manière visuelle que sonore, pour voir comment les vibrations peuvent être traduites en son, quelle est la relation entre le son et le vivant. Donc, on a fait ça dans l'édition précédente. Et d'autres éditions étaient plutôt consacrées aux musiques de différentes musiciennes de Montréal, ou aux musiques traditionnelles d'autres cultures, comment elles peuvent nous déconditionner de nos habitudes d'écoute, par exemple. Alors, on avait demandé à Madeleine Leclerc du Musée d'ethnographie de Genève d'apporter les musiques les plus inhabituelles pour l'oreille occidentale qu'elle a dans sa collection et nous les faire entendre pour ensuite réfléchir sur la façon dont nous, on a l'habitude d'organiser la musique, alors qu'on peut très bien constater qu'il y a des diversités incroyables de manière d'organiser le son et la musique à travers le monde et dans différentes cultures. Dois-je comprendre ici que quelque part, en fait, on va terminer notre petite interview, on parle ici quelque part de la réunion entre les sciences, quelque part, les arts et la musique. C'est exactement ça. C'est ça. C'est d'ailleurs le mandat de notre centre de recherche Hexagramme, l'union entre la technologie, les arts et la science. Je dois vous dire déjà un grand merci, M. Le Tourneau, de nous avoir accordé cette intéressante interview. Merci Henri, merci beaucoup. Merci. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.